Au cours des 2 dernières décennies, la marine chinoise s'est renforcée, tant en taille qu'en capacité. Elle est devenue la 2e marine mondiale la plus puissante. Mais elle dépasse les États-Unis en nombre de navires, un écart qui s'accroît grâce à la supériorité de la construction navale chinoise. Cependant, en termes de puissance brute, les États-Unis conservent une avance significative, surtout en ce qui concerne leurs sous-marins, et en particulier leur flotte de porte-avions. Le dernier porte-avions chinois, le Fujian, était censé réduire considérablement l'écart. Cependant, comme l'a récemment révélé un blogueur militaire chinois, le Fujian présente un défaut fatal qui le place dans une situation de sérieux désavantage, même face aux porte-avions américains. Examinons de près le Fujian, son talon d'Achille, pour comprendre la course aux armements navals entre les États-Unis et la Chine. Allons de l'avant, c'est certain. Sur le papier, le Fujian est sans doute le navire de guerre le plus avancé jamais déployé par la marine chinoise. Certains analystes voient plutôt le Sichuan comme l'apogée de l'innovation navale du pays. Ce navire de 850 pieds lancé en décembre 2024 au chantier Hudong près de Shanghai est un bâtiment amphibie pouvant transporter 1000 fusiliers marins jusqu'à la côte, avec des hélicoptères de transport moyens et lourds et des hovercraft type 726 Mustang. C'est aussi un porte-drone doté de catapultes électromagnétiques, système de lancement électromagnétique d'aéronefs, pour lancer des aéronefs, capables d'envoyer des avions à voilure fixe. 3 rangées de brins d'arrêt assurent leur récupération après le vol. C'est sans aucun doute un navire innovant, et les États-Unis n'ont rien de comparable dans leur flotte à l'heure actuelle. Cependant, en termes de taille, de puissance et de capacité, le Fujian est d'une toute autre envergure. Fin septembre 2025, la marine chinoise a publié des images du 9e et dernier essai en mer du Fujian, démontrant sa capacité à lancer et à récupérer des avions depuis son premier porte-avions équipé de catapultes. Les images montrent les nouveaux chasseurs furtifs navals chinois, J-35, les chasseurs embarqués, J-15T, et les avions de détection et de contrôle aéroportés, KJ-600, en cours de préparation pour un lancement par catapulte, décollant, puis effectuant des appontages arrêtés. Les avions apparaissent aussi en vol, parfois en formation, avec un J-15D de guerre électronique. Le Fujian s'était montré vu d'en haut, avec les 3 différents types d'avions disposés sur son pont. Les images ont reçu une large attention et des éloges des médias étrangers, The War Zone parlant d'un bond en avant spectaculaire, et en suggérant que dévoiler les 3 avions en action en même temps est une sorte de coup de maître. L'analyste Ben Lewis a déclaré à United States Naval Institute News, le site d'information de l'Institut naval des États-Unis, que le test du Fujian représentait une étape importante pour le programme de porte-avions de l'armée chinoise. Les Chinois n'ont bien sûr pas tardé à se vanter eux aussi de cette étape importante. L'expert militaire chinois Zhang Zhongxi a affirmé qu'avec l'avancée du Fujian, la Chine devient une grande puissance des porte-avions, le navire et ses avions atteignant des performances mondiales sur des critères clés. Han Wei, professeur à l'Université de l'aviation navale de l'Armée populaire de libération, a ajouté que l'Armée populaire de libération, la marine aura également une plus grande confiance pour sauvegarder les droits et intérêts maritimes et mener des missions en haute mer. À première vue, il est facile de comprendre cet enthousiasme. Le seul autre porte-avions au monde à être équipé d'un système EMOL est le navire amiral de la marine américaine, le United States Ship Gerald R. Ford, qui a testé avec succès son système EMOL en 2022. Cependant, le Ford, comme nous le verrons plus tard dans la vidéo, surpasse le Fujian à plusieurs égards. Cependant, il n'a toujours pas réussi à lancer un avion de chasse furtif avec un système EMOL, contrairement au Fujian qu'il a fait avec le J-35. En effet, comme le note la zone de guerre, à cause des problèmes persistants avec la version F-35C, embarquée sur porte-avions du célèbre chasseur américain de 5e génération, il n'est pas certain quand le Ford pourra rééditer l'exploit du Fujian. Ce n'est pas le seul détail impressionnant concernant le Fujian, qui est le 3e porte-avions de la Chine. Premier porte-avions entièrement conçu et construit nationalement, il marque une avancée majeure sur les 2 précédents. Le premier, le Liaoning, a été lancé en 2012. À l'origine, c'était une coque inachevée et rouillée, achetée à un chantier naval ukrainien en 1998, puis achevée à Dalian. Le Shandong, 2e porte-avions chinois lancé en 2019, est une copie du Liaoning. Cela a prouvé que la Chine pouvait construire seule des porte-avions. Le Fujian, lancé en 2022,
a montré que la Chine savait concevoir et construire ses propres porte-avions. Cependant, ces deux navires restent nettement en retrait par rapport à leurs homologues américains, les 10 porte-avions de classe Nimitz de la marine américaine, bien que la plupart d'entre eux aient été construits des décennies plus tôt. Le premier de cette classe, le USS Nimitz, a été lancé le 13 mai 1972. Le USS Dwight D. Eisenhower a suivi le USS Nimitz en 1977, marquant le deuxième navire de cette classe. Ensuite sont venus le USS Carl Vinson en 1982, le USS Theodore Roosevelt en 1986, le USS Abraham Lincoln en 1989, le USS George Washington en 1992, l'USS John C. Stennis en 1995, l'USS Harry S. Truman en 1998, l'USS Ronald Reagan en 2003 et enfin l'USS George Herbert Walker Bush en 2009, l'11 octobre 2013. En plus de posséder presque 4 fois plus de porte-avions que la Chine, la flotte américaine avait également plusieurs avantages distincts par rapport à ses homologues chinois. La principale différence concerne les systèmes de propulsion. Tous les porte-avions américains sont nucléaires, alors que les deux Liaoning utilisent une propulsion conventionnelle. Utilisant des chaudières à mazout et des turbines à vapeur pour la propulsion, le Liaoning est propulsé par des turbines à vapeur alimentées par 8 chaudières KVG 4, tandis que le Shandong utilise un système de propulsion conventionnel, similaire dérivé des moteurs de conception soviétiques initialement installés sur le Liaoning. Selon Mathieu Fugnol, chercheur principal au sein du projet China Power du Centre d'études stratégiques et internationales, les porte-avions Nimitz fonctionnent des décennies sans ravitaillement, alors que les porte-avions chinois à propulsion conventionnelle doivent se ravitailler fréquemment, limitant leur portée. Un autre avantage clé des porte-avions Nimitz sur les Chinois est leur système de lancement d'avions. Comme le dit Fugnol, la classe Nimitz utilise un système de catapulte à vapeur, également appelé Katobar, qui permet aux avions de décoller entièrement ravitaillés et armés, maximisant ainsi leur efficacité au combat. Le Liaoning et le Shandong ont des rampes de saut à ski, limitant le poids au décollage des avions et réduisant leur charge en carburant et armement. Cela limite à la fois la portée et la puissance de feu des avions embarqués chinois. Le système Katobar de la classe Nimitz accélère les avions à plus de 250 km/h, soit environ 155 mph. Le Reagan, par exemple, a un poids maximal au décollage de 45 tonnes, soit 60% de plus que les 28 tonnes du Shandong. Les porte-avions chinois n'ont également qu'environ les 2/3 du déplacement d'un porte-avions de classe Nimitz. Le Liaoning et le Shandong déplacent entre 60 000 et 70 000 tonnes, le Shandong étant légèrement plus lourd que le Liaoning, avec environ 66 000 à 70 000 tonnes. À titre de comparaison, les porte-avions de classe Nimitz déplacent environ 100 000 tonnes à pleine charge, ce qui les rend bien plus grands que les deux porte-avions chinois. Cela limite le nombre d'aéronefs qu'ils peuvent embarquer, le type d'aéronefs qu'ils peuvent transporter, et la durée pendant laquelle ils peuvent les soutenir. En opération par exemple, aucun des navires chinois ne peut embarquer une capacité de détection et de contrôle aéroportée à voilure fixe comme le KG 600 ou l'équivalent américain de la série E2, et ils sont donc obligés d'utiliser des hélicoptères à la place. Les porte-avions de la classe Nimitz peuvent également embarquer jusqu'à 60 avions au total, tandis que les porte-avions chinois semblent pouvoir en déployer entre 24 et 40 porte-avions de la classe Nimitz. Ils embarquent généralement 4 escadrons de chasseurs d'attaque, souvent 2 escadrons de 10 à 12 anciens chasseurs FA-18C Hornet, et 2 escadrons du même nombre de chasseurs F-18EF Super Hornet, soit un total de 40 à 44 chasseurs. En revanche, le Liaoning et le Shandong ne peuvent être équipés que du chasseur d'attaque Shenyang J-15 mentionné précédemment, le seul avion à voilure fixe embarqué de la Chine, et en bien plus petit nombre. Ainsi, les porte-avions américains projettent leur puissance partout et longtemps, alors que les porte-avions chinois sont limités à des opérations plus courtes, beaucoup plus près de chez eux, probablement à l'intérieur de la soi-disant première chaîne d'îles. La chaîne s'étend des îles japonaises à travers la mer de Chine orientale jusqu'à Taïwan, puis longe le bord oriental de la mer de Chine méridionale jusqu'aux Philippines et à l'île de Bornéo.
C'est précisément ces limitations en termes de portée et de diversité des options offensives que le Fujian était censé résoudre. Son déplacement est estimé à 80 000 tonnes. C'est probablement le plus grand navire de guerre non américain et le plus grand porte-avions à propulsion conventionnelle. On pense également qu'il peut transporter une flotte d'environ 50 avions, soit une augmentation de 20 à 50 appareils par rapport au Liaoning et au Shandong. Et comme le Ford, il lance des avions à l'aide d'un système EMOL, plutôt que les systèmes à tremplin utilisés sur les deux premiers porte-avions chinois, ou les systèmes à catapultes à vapeur utilisés par les porte-avions de classe Nimitz. Les catapultes électromagnétiques offrent plusieurs avantages par rapport aux systèmes à tremplin et aux catapultes à vapeur. Les IMALS, plus simples mécaniquement que leurs prédécesseurs, offrent des réinitialisations plus rapides, augmentant le taux de sortie. Ces systèmes peuvent aussi être ajustés plus précisément selon le type d'aéronef. Cela comprend des aéronefs plus grands et lents, comme le Kaja 600 trop lourd pour les deux autres porte-avions chinois, ou des appareils plus petits et légers. Comme les drones plus petits, la marine chinoise travaille sur des véhicules aériens de combat avancés sans équipage et d'autres types de drones pouvant être lancés depuis des porte-avions et des navires d'assaut amphibies à grands ponts comme le Fujian. En attendant, les 3 aéronefs présentés, décollant et atterrissant dans les images mentionnées, semblent avoir été, au moins en grande partie, spécialement conçus pour être utilisés avec le système EMOL du Fujian. Le lancement des J-15T et J-35 avec les EMOL permettra aux avions d'emporter plus de carburant et de charges utiles, augmentant ainsi leur portée et leur capacité offensive. Cependant, la façon dont ces systèmes ont été installés sur le pont d'envol place précisément le porte-avions en position de désavantage. Non seulement par rapport à l'United States Ship Gerald Ford, mais aussi par rapport aux plus anciens porte-avions de classe Nimitz des États-Unis. Des blogueurs militaires chinois ont d'abord remarqué cette faille de conception, basée sur des images officielles diffusées par la Chine. Le 5 août, la chaîne d'État China Central Television a diffusé un documentaire intitulé « En marche vers une puissance militaire de premier ordre ». Dans l'émission, un contrôleur dans la salle de contrôle du pont d'envol du Fujian a expliqué comment un avion, atterrissant sur une piste en diagonale, passe par les lignes de catapulte numéro 1 et numéro 2, jusqu'à la zone de maintenance opposée. 6 semaines plus tard, la plateforme de commentaires militaire chinoise Haishi Jianfeng a cité précisément cette scène pour soutenir que les décollages et atterrissages simultanés sont une exigence minimale pour les grands porte-avions de la classe de 80 dont 1000 à 100 000 tonnes. Pourtant, le Fujian, bien qu'il soit un grand porte-avions, ne peut pas les effectuer. La plateforme a ensuite présenté des graphiques pour expliquer pourquoi c'est le cas. Le Fujian dispose de 3 lanceurs EMOL sur le pont. Cependant, la deuxième ligne de catapulte chevauche l'extrémité de la piste d'atterrissage diagonale du navire, tandis que la troisième catapulte se trouve directement sur la piste d'atterrissage elle-même. Cela signifie effectivement qu'il est techniquement impossible d'utiliser les lignes de lancement 2 et 3 en même temps que les avions atterrissent, bien que la ligne de catapulte numéro 1 ne chevauche pas la piste d'atterrissage. Les avions atterrissent la traverse pour atteindre la zone de maintenance. Le J-15 et le J-35 sont des avions lourds, demandant une longue piste pour s'arrêter. Donc, ce que signifie cette disposition croisée du pont d'envol, c'est que pendant les atterrissages, les lignes de lancement numéro 1 et numéro 2 sont effectivement inutilisables pour les décollages. Comme l'a expliqué Haishi Jianfeng, les 2 catapultes sont situées près de la partie avant-centrale de la zone d'atterrissage. Que ce soit le J-15 ou le J-35, ils occuperont les catapultes à l'atterrissage, bloquant provisoirement leur usage pour les lancements et réduisant l'efficacité du décollage des chasseurs. Selon Carl Schuster, un ancien capitaine de la marine américaine qui a servi sur 2 porte-avions américains, l'angle auquel la zone d'atterrissage croise le pont du Fujian n'est décalé que de 6 degrés par rapport à l'axe central, contre 9 degrés sur les porte-avions américains. Cela réduit l'espace entre la piste d'atterrissage et les 2 premières catapultes avant. De plus, la zone d'atterrissage du Fujian est plus longue que celle du Nimitz, ce qui signifie qu'elle s'étend trop près de la proue, là où les avions sont positionnés pour le lancement assisté par catapulte. La zone d'atterrissage plus longue et l'angle de pont plus étroit réduisent l'espace pour repositionner les avions récupérés, explique Schuster. Schuster et l'autre officier américain, interrogés par Cable News Network, ont également noté que les catapultes avant semblent être plus longues sur le Fujian que sur le Nimitz.
Les avions risqueraient davantage de collisions sur le pont d'envol en se déplaçant vers ou depuis les ascenseurs pour accéder au hangar lors des décollages et atterrissages. Et selon les experts, la seule option pour atténuer ce risque serait de réduire le rythme des opérations sur le pont d'envol afin d'essayer de prévenir les incidents. Tout cela signifie, selon Shuster, que la capacité opérationnelle du Fujian n'atteint qu'environ 60% de celle de la classe Nimitz, y compris les 2 porte-avions américains âgés de 50 ans, l'United States Ship Nimitz et l'United States Ship Dwight D. Eisenhower. Cette capacité réduite pourrait être un défaut fatal lors d'opérations de combat contre un porte-avions américain. C'est parce qu'un élément essentiel de la puissance de combat d'un porte-avions est son taux de sortie. C'est le nombre de missions qu'un avion peut réaliser par jour. La classe Nimitz effectue en moyenne 120 sorties par jour, tandis que la classe Ford en atteint 160, et jusqu'à 240 en situation d'urgence. Avec une catapulte de moins que la Ford, 3 contre 4 et un ascenseur à avion de moins pour monter les appareils sur le pont depuis le hangar en dessous. 2 contre 3, le Fujian est déjà désavantagé quant au nombre d'appareils qu'il peut faire décoller rapidement. De plus, pour un rythme soutenu de sortie, les porte-avions nécessitent des ponts d'envol adaptés aux opérations simultanées. Or, les problèmes du pont d'envol du Fujian empêchent cela lors d'un engagement direct le concernant. Et même les plus anciens porte-avions de la classe Nimitz, le porte-avions à pont plat de la classe Nimitz, seraient capables de lancer plus d'appareils plus rapidement, ce qui serait probablement un avantage décisif lors de la bataille. Qu'est-ce qui a conduit les Chinois à une erreur de conception aussi grave ? Les analystes militaires chinois ont attribué la faille à un changement de dernière minute, du système à vapeur aux catapultes électromagnétiques. Les catapultes à vapeur requièrent 70 mètres de piste, tandis que les systèmes électromagnétiques exigent au moins 100 mètres, ce qui empiète sur les zones d'atterrissage. L'analyste militaire sud-coréen Yoon Seo-Woo-dang suggère que la marine chinoise a décidé de privilégier les catapultes électromagnétiques afin de pouvoir déployer des avions lourds, comme les avions de détection avancés, en sacrifiant sciemment la possibilité d'opérations simultanées. Étant à propulsion conventionnelle, le Fujian souffre également des mêmes inconvénients que les 2 premiers porte-avions chinois lorsqu'on le compare aux porte-avions à propulsion nucléaire de classe Nimitz et Ford. Les porte-avions à propulsion nucléaire peuvent tout simplement parcourir de plus longues distances et rester en mer plus longtemps. Cela signifie qu'ils peuvent rivaliser avec leurs homologues américains. En pratique, le Fujian aura besoin de ravitaillement fréquent, ce qui le rendra plus dépendant des navires de ravitaillement. Cela pourrait également limiter sévèrement sa capacité opérationnelle et son champ d'action, surtout si des experts comme Fugnol ont raison. Le tonnage plus faible du Fujian pourrait limiter sa capacité de stockage de munitions et de carburant pour son groupe aérien par rapport au Ford. Sam Roggeveen, directeur du programme de sécurité internationale au Lowy Institute australien, partage cet avis. Il souligne un autre inconvénient flagrant auquel le Fujian, et en fait le reste de la marine chinoise, sont confrontés par rapport aux États-Unis. La Chine n'a pas les infrastructures pour faire fonctionner le Fujian loin de ses côtes longtemps. Elle ne dispose que d'une petite flotte de navires ravitailleurs du type qui accompagne généralement un groupe aéronaval et qui lui permettent de rester approvisionné en carburant, en munitions et en vivres, a-t-il déclaré à Newsweek. Il a ajouté, point crucial, que la Chine ne dispose d'aucun réseau mondial de ports et de bases comparable à celui des États-Unis, où ses porte-avions pourraient être ravitaillés et où les équipages pourraient se reposer. En plus de ce vaste réseau de bases que la Chine est loin de pouvoir égaler, les États-Unis ont également une expérience bien plus grande dans l'exploitation de porte-avions, en particulier en situation de combat réel. Les porte-avions Nimitz ont pris part à des opérations majeures, comme Tempête du désert en Irak, où l'United States Ship Theodore Roosevelt a réalisé plus de 4200 sorties, un record pour cette mission. L'United States Ship Enterprise a participé à des opérations dans l'océan Indien et la région du Golfe Persique dans les années 1980, y compris des opérations aériennes. Braver la ligne de la mort de Kadhafi dans le golfe de Sirte. Dernièrement, l'United States Ship Nimitz a été d'abord déployé dans le Pacifique occidental, puis déplacé dans l'océan Indien, au milieu des tensions croissantes au Moyen-Orient, en particulier pendant la soi-disant guerre de 12 jours entre Israël et l'Iran. En comparaison, les porte-avions chinois ont très peu d'expérience de combat sur laquelle s'appuyer. Le Fujian doit encore surmonter d'importants problèmes de jeunesse, surtout avec ses catapultes de lancement. Le lieutenant-commandant Keith Stewart, aviateur naval américain à la retraite,
a expliqué à Cable News Network qu'un vieux proverbe de la marine dit que toutes les règles des porte-avions sont écrites dans le sang, ce qui signifie que quelqu'un a été gravement blessé ou tué lors des opérations de vol. J'ai vu des gens mourir sur les ponts d'envol et je sais combien cet endroit est dangereux. Construire un tout nouveau porte-avions, c'est bien. Mais je dirais que les Chinois ne savent pas ce qu'ils ignorent à propos des opérations sur porte-avions. Maintenant, maîtriser les opérations aériennes sur un porte-avions et tirer le maximum de performance à la fois du navire et des avions. Cela requiert une grande expérience, souvent éprouvante, dans diverses conditions. Et cela, l'équipage du Fujian et les pilotes de J-15 et J-35 à bord n'ont tout simplement pas encore pu l'acquérir. Décoller d'un porte-avions en plein jour par beau temps n'est pas trop difficile. La partie difficile, et ce qui fait serrer les dents aux pilotes, c'est de voler et d'atterrir lors d'une nuit horrible, pluvieuse et venteuse. Quand le pont tangue jusqu'à 5,5 mètres, vous êtes à court de carburant, et vous avez peur. Si quelqu'un vous dit qu'il n'a jamais eu peur pendant les opérations de nuit, il est dans le déni, a dit Stewart. Avec un plan ambitieux de lancer 6 autres porte-avions d'ici 2035, ce qui l'amènerait presque à égalité avec les États-Unis en termes de quantité. Le Fujian ne restera probablement pas longtemps le sommet de la construction navale militaire chinoise. En effet, un 4e porte-avions chinois est en production, cette fois à propulsion nucléaire, comme le seront tous les futurs porte-avions chinois. Si tout se déroule comme prévu, les nouveaux porte-avions nucléaires devraient y combler l'écart avec les Américains, notamment concernant leur capacité en haute mer. Pour l'instant, le porte-avions amiral chinois ferait mieux d'éviter d'affronter un Nimitz de 50 ans. Bien sûr, nous vous tiendrons informés au fur et à mesure de l'évolution de la situation, alors assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé.